Alors bonjour à tous, on va aborder la 10e vidéo de cette série. Ce sera la 10e et la dernière vidéo. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, puisqu'il va s'agir de l'histoire de la Pologne. Alors bien sûr, il s'agit de l'histoire officielle de la Pologne. Ben, vous savez que l'histoire est écrite par les vainqueurs et qu'il n'y a aucune il n'y a aucun moyen de vérifier si ce qui est dit est vrai. Déjà, on n'a aucun moyen de vérifier ce qui se passe dans le présent. Alors, dans le passé, je vous dis pas. Donc, parce qu'on peut pas, on ne peut pas prendre de machine à remonter le temps. Et voilà. L'histoire est écrite par les vainqueurs, vous connaissez la formule. Donc, on va quand même faire confiance à ce qui va être dit maintenant. Donc, c'est l'histoire officielle. Selon les historiens. Alors, on va faire ça sous forme de chronologie. Et évidemment, on va pas tout détailler parce que c'est impossible. Il nous faudrait quasiment une année complète. Et encore si on voudrait vraiment entrer dans les détails, il faudrait plusieurs années en fait. Donc là, on va se contenter de faire une chronologie assez rapide. Mais je pense que ça risque d'être une vidéo assez longue. Peut-être même que ce sera la vidéo la plus longue de la série. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Parce qu'on va commencer à partir de la préhistoire. Ah, je vérifie que je ne suis pas déconnecté. Parce que des fois, la caméra s'éteint et ça, c'est vraiment très galère. Cette histoire de caméra qui s'éteint. Alors, on va commencer par le 8e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du 6e millénaire avant Jésus-Christ. Donc à ce moment-là, on a les premières traces d'habitat sur les terres de l'actuelle Pologne. En 737 avant Jésus-Christ. Pourquoi comment Jésus-Christ Jésus-Christ Bon, vous avez compris, c'est Jésus-Christ. Hein. Construction du fort lusatien de Biskupin. Donc si vous voulez voir le fort, il a été construit à cette époque-là, à Biskupin. 200 à 50 avant Jésus-Christ. Expansion et migration des tribus locales. Donc les tribus locales se déplacent. Ensuite, au 1er siècle et au 2e siècle, les Wandes et autres peuples d'Europe du Nord sont mentionnés dans les œuvres d'auteurs romains. Ils sont mentionnés chez Tacite et chez Ptolémée. Voilà, c'est tout. Alors je ne sais pas si les Romains sont passés par là, mais en tout cas, on ne parle pas d'eux. Hein. Donc on va passer maintenant au Haut Moyen Âge. Le Haut Moyen Âge. Alors en 850, la description des castrats au nord du Danube d'un géographe bavarois décrit la géographie et la répartition des peuples polanes. Donc à l'époque, c'était les polanes. En 960, Mieszko, Mieszko Ier, Mieszko Ier devient prince des Polanes et défait les tribus slaves demeurant entre l'Oder et Vistule. Mieszko Ier.
En 964, première mention historique dans les manuscrits du nom Pologne. Alors, en 966, il s'est passé pas mal de choses qu'on va vous décrire tout de suite. Alors, je vérifie sans arrêt que j'ai pas ma caméra qui a coupé. Pour pas que je parle dans le vide. Hein. Alors, en 966, la princesse Dubravka, qui est la sœur du duc de Bohême, Boleslav Ier, se marie avec, on en a parlé tout à l'heure, avec Mieszko Ier. Et à cette occasion, Mieszko Ier se fait baptiser et prend le titre de prince de Pologne. Mieszko Ier, grâce à son baptême, devient le prince de Pologne. Et du coup, c'est important, puisqu'il s'est fait baptiser, je le rappelle, le prince Mieszko et tout son peuple se convertit au christianisme. Donc, le christianisme, ça vient de lui. C'est grâce à lui que la Pologne est chrétienne. La conversion de Mieszko au rite latin entraîne la pénétration du christianisme et les contacts de la Pologne avec l'extérieur. Mieszko envoie son fils Lambert, le futur Mieszko II, étudier dans un cloître italien Boleslav fait venir en Pologne des religieux italiens à côté des Allemands. La politique matrimoniale marque l'évolution des mentalités. Boleslav épouse successivement 2 Allemandes et marie ses filles à un prince de Kiev et un prince du Saint-Empire romain germanique. La fille de Mieszko épouse, quant à elle, le roi de Suède, puis de Norvège, et devient la mère de Knut le Grand, le roi de Danemark et d'Angleterre. Knut le Grand. Donc, la fille de Mieszko devient la mère de Knut le Grand, qui lui est roi du Danemark et d'Angleterre. À l'époque, le mariage, ça pouvait être une très bonne chose, parce que quand on se marie avec la bonne personne, ça permettait d'agrandir son pouvoir, quoi. 968. Fondation. Donc à ce moment-là, c'est la fondation du premier évêché polonais à Poznań. Posen, par le prince Mieszko, subordonné à l'archevêque de Magdebourg. Et Mieszko y établit sa capitale. Donc la capitale, à l'époque, suite à ça, se trouvait à Poznań. En 972, les Polonais, conduits par Mieszko, remportent la bataille de Sédénia contre le margrave Otto Ier. Donc bataille de Sédénia, donc c'est 972, la bataille de Sédénia contre Otto Ier. Alors le margrave, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un titre de noblesse en fait. C'est un genre de chef militaire.
C'est un titre de noblesse qu'on donnait à certains princes du Saint-Empire romain germanique. Donc, bataille de Sédignan. Alors, en 997, non, avant, il y a eu 992, donc 992, mort du prince Mieszko et début du règne de Bolesław le Vaillant. Donc, Bolesław le Vaillant a régné en Pologne de 992 à 1025. Alors, j'écris son nom. Bolesław le Vaillant. En 997, Saint Aldabert de Prague meurt durant les premières tentatives de conversion des Prussiens, qui étaient un peuple païen de langue balte, qu'on appelait aussi les Borusses. Donc il a essayé de convertir les Borusses. Mais il n'a pas réussi puisque, comme vous savez, il est mort. Donc c'est Saint Adalbert de Prague. Ok, ça marche toujours. On va arriver à l'an 1000. En l'an 1000, la royauté de Boleslas le Vaillant, qui je rappelle est devenu le prince, a été reconnue par l'empereur du Saint-Empire Othon III. Othon III. Son empire a été reconnu par Othon III lors du congrès de Gniezno. Le congrès de Gniezno. Gniezno. En même temps, le premier archevêché polonais a été créé dans cette même ville de Gniezno, avec autorité sous les évêchés de Kowalczyk, Wrocław et Cracovie. C'est-à-dire que notre archevêque, il avait autorité sur ces trois villes, sur ces trois évêchés. En 1025 a lieu le sacre officiel de Boleslas le Vaillant. Entre 1034 et 1058. Donc là, quand on donne une fourchette, vous attendez à ce qu'on donne le nom d'un prince ou d'un roi. Oui, puisqu'en fait, Boleslas le Vaillant en 1025 passe du statut de prince à celui de roi. Et donc, le roi suivant, il va s'appeler Casimir Ier, roi de Pologne entre 1034 et 1058. Voici venu le temps des rires et des chants. Bon, ce Casimir-là n'était pas encore connu. Alors, je ne sais pas si c'était un monstre gentil. En tout cas, il a été roi de Pologne à cette période-là. On peut l'appeler également Kazimierz. Voici venu le temps
du sacre de Casimir Ier. Alors, 1979, l'évêque de Cracovie, qui s'appelait Stanislas, subit un martyre. Alors, je ne sais pas lequel, il ne précise pas. Si vous voulez savoir quel martyr il a subi, il faudra faire des recherches. Mais en tout cas, il subit le martyre et il devient, ce Stanislas-là, le saint patron de la Pologne. Stanislas, 1079, devient, suite à son martyre, le saint patron de la Pologne. D'ailleurs, Stanislas, c'est un nom qui revient souvent. À Nancy, par exemple, il y a une place qui s'appelle Stanislas. Je ne sais plus qui, mais... Alors, Stanislas, c'est le nom, le prénom qui a été francisé. 1138. Le prince Boleslas III, qu'on appelait, surnommé le bouche-torse. Et bien ce prince, il meurt. Caput. À partir de là, il y a le début des guerres entre les héritiers des premiers piastres. Donc les héritiers des piastres se font la guerre. Alors les piastres, c'est sûrement des personnes qui ont un certain pouvoir. Voilà, c'est une lignée de rois et de ducs, voilà, qui ont gouverné en Pologne depuis son apparition, depuis les années 960. Donc les princes et les ducs qui ont le pouvoir en Pologne, ils se font la guerre. Il faudra pratiquement 200 ans pour réunifier la Pologne des piastres. Voilà. Donc, parce qu'à l'époque, la Pologne est morcelée certainement en plusieurs parties. Un peu comme ce fut le cas en France avant que celle-ci ne devienne France. Alors maintenant, on va passer au XIIIe siècle. Donc les événements qui ont lieu au XIIIe siècle. Alors je regarde, à chaque fois je vais regarder si ma caméra est toujours... Alors, XIIIe siècle, 1226. Le duc Conrad Ier de Mazovie demande l'aide des chevaliers teutoniques contre les Prussiens et les installe en Basse-Vistule. Donc attends, peut-être que si. Vous savez, les chevaliers teutoniques, c'était un ordre militaire chrétien. C'était l'ordre militaire chrétien de l'époque. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon, on s'en sort pas. Quoi. Donc, il demande l'aide de ces fameux chevaliers pour faire la guerre contre les Prussiens. Et ces chevaliers vont s'installer en Basse-Vistule. 1283. Les chevaliers teutoniques, qu'on appelle les Krejatse, les croisés, enfin, tout le monde en lien avec les croisades, hein, Krejatse, débutent leur expédition en Prusse. Ils massacrent les habitants et germanisent le pays. La Prusse devient germanique.
Alors, quelques temps auparavant, on va reculer un petit peu, on va aller en 1241. Les Tatars. Les Tatars, ils débarquent et qu'est-ce qu'ils font? Ils envahissent le sud de la Pologne. Alors, les Tatars, en fait, il s'agit d'un peuple mongol. Donc, la Pologne est envahie et ils font un massacre à Cracovie. Et c'est pour ça qu'à Cracovie, il y a deux traditions. Il y a la tradition du Hejnał et du laïconique. Alors il faut savoir que le Hejnał est une mélodie traditionnelle polonaise interprétée par un trompettiste toutes les heures de la tour la plus élevée de Cracovie, de la basilique Sainte-Marie de Cracovie. Il est joué vers les 4 points cardinaux successivement. Et il y a aussi le laïconique. Alors c'est un personnage populaire du folklore cracovien. Il s'agit d'un cavalier barbu portant un costume d'inspiration turco-tartare, incluant une sorte de robe élargie, figurant le cheval, dont la forme actuelle est due à Stanisław Wypiański. Donc c'est un cheval en carton ou en papier crépu. Et t'as un mec qui est là avec un espèce de chapeau et il marche comme ça. Alors, je suis pas un très bon dessinateur, mais bon, je sais pas, je pense que vous avez compris. Et, il se promène dans la ville comme ça. Et puis, t'as le public qui est là pour voir sa procession, quoi. Après, je suppose que tout autour, il y a tout un folklore. Ça- je pense que c'est. Moi, je l'ai pas vu, donc du coup, je pense qu'il y a une procession, un peu comme dans les carnavals. Donc, on continue. À la bataille de Legnica, à la bataille de Legnica, les chevaleries allemandes et polonaises sont taillées en pièces par les Mongols, qui s'attaquent ensuite à la Hongrie. Donc les Mongols, hop, ils taillent en pièces les Allemands, les Polonais, et ils s'attaquent à la Hongrie. En 1253, Stanislas de Cracovie, il est canonisé. Donc 1253, Stanislas de Cracovie est canonisé. 1287, les Tatars reviennent pour la troisième fois envahir cette partie de la Pologne, la Pologne. Donc troisième invasion des Tatars en 1287. On va passer maintenant au XIVe siècle. « 1300, la Pologne, le royaume de Pologne est unifié. Et qui, grâce à qui? Grâce à Venceslas II, qui est roi de Bohême et qui est couronné également roi de Pologne. Venceslas II devient roi de Pologne et en même temps, la Pologne, elle est unifiée. En 1309,
Marienburg, Malbork, Marienburg devient la capitale de l'ordre teutonique. De 1333 à 1370. Encore un autre Casimir. Casimir III. Kazimierz, le grand. Casimir III, le grand, qui est le dernier roi de la dynastie des Piastes, devient... oui, je viens de le dire. Il devient le dernier roi de la dynastie des Piastes. Voilà. Et il participe à l'unification de la Pologne et renforce le pouvoir du royaume de la Pologne. Donc c'est le dernier roi de la dynastie des Piastes. En 1349, la Ruthénie est annexée par Casimir le Grand. Alors la Ruthénie, ça allait de Halicz jusqu'à Władimierz, qui se trouve en Galicie. Władimierz. « 1364. Le roi Casimir le Grand fonde l'université Jagiellon de Cracovie. Alors je suis passé devant, j'aurais bien voulu entrer à l'intérieur, mais je trouve la porte en fait elle était fermée. Bon, c'était en mois de septembre, c'est normal, parce que je pense que ça ouvre qu'à partir du mois d'octobre. Mais l'université de Jagiellon, fondée en 1364. « 1385. Il y a ce qu'on appelle l'union de Crèvo. L'union de Crèvo. Et cette union est une union qui se fait entre le Grand-Duché de Lituanie et le Royaume de Pologne par l'alliance de Jagiellon. Donc ce qu'il faut retenir, c'est l'union qui a été faite entre le Grand-Duché de Lituanie et le Royaume de Pologne. Et il ne faut pas oublier, parce qu'il y en a un troisième, et bien sûr, Jadwiga d'Anjou. Edwige d'Anjou, héritière bien sûr de la couronne polonaise. Alors, le grand-duc de Lituanie se convertit au christianisme catholique. Cet acte rend caduque l'objet même des croisades baltes. Donc il y a eu les croisades baltes, et du fait de la conversion au christianisme du grand-duc de Lituanie, les croisades baltes, en fait, n'ont servi strictement à rien. Ça a tout... ça a tout stoppé, en fait. Enfin, voilà. L'état monastique des chevaliers teutoniques devient l'adversaire commun des deux États.
Et donc, du coup, l'ordre teutonique s'est retrouvé en guerre contre le royaume de Pologne et de Lituanie. Ils se sont retrouvés donc avec deux adversaires contre un auparavant. 1386. Jagellon se baptise et va se marier. Alors on faisait les mariages et les baptêmes en même temps, a priori. Et il va devenir Ladislas de Jagellon. Ladislas de Jagellon. « 1399. Un personnage qui s'appelle Tamerlan. Alors qu'est-ce qu'il est? Qui est un guerrier turco-mongol. Ouais, enfin, c'est important de le préciser. Hein. Donc Tamerlan, un guerrier turco-mongol. Tamerlan. Ayant imposé sa tutelle à la Horde d'Or, c'est-à-dire à un empire turco-mongol. La Horde d'Or, en fait, c'est un empire turco-mongol. Hein. Donc, Tamerlan, ayant imposé sa tutelle à l'empire turco-mongol qu'on appelle la Horde d'Or, arrête. Vytautas le Grand, qui est cousin de Ladislas II Jagellon, dans son expansion vers Moscou. Donc on a Vytautas le Grand, qui fait une percée, qui est le cousin du fameux roi Ladislas II Jagellon. Il fait une percée, et Tamerlan l'arrête avant qu'il n'atteigne la ville de Moscou. Alors je vais encore regarder si c'est bon. Ok, ça tourne encore. Passons désormais au XVe siècle. « 1410. Witold, précédemment cité, celui qui a été arrêté juste avant Moscou, on l'a cité sous un autre nom, mais c'est lui-même. Hein. Witold et Ladislas Jagellon, le roi, remportent la bataille de Grunwald contre les chevaliers teutoniques. Donc, victoire à la bataille de Grunwald, qui s'appelle Tannenberg. « 1434. Ladislas III Jagellon monte sous le trône et Casimir devient l'héritier de la couronne. En 1444, tout précisément le 10 novembre, à la bataille de Varna, qui se trouve en Bulgarie, le sultan ottoman Mourad II écrase les chrétiens conduits par le roi de Pologne
et de la Hongrie. Et il arrive un malheur, puisque le roi Ladislas III est tué. Donc il est tué par, les Ottomans lors de la bataille de Varna. De 1447 à 1492, donc nouveau roi, et ce nouveau roi, il s'appelle Casimir IV Jagellon. Entre-temps, il y a eu un interrègne qui a duré 3 ans. « 1454. Le 10 février, très précisément, est dans la ville de Cracovie. Le roi se marie avec Élisabeth de Habsbourg. Ce qui permet l'union de la Pologne-Lituanie avec la Bohême et la Hongrie. Élisabeth, mère de 6 garçons et de 7 filles, une famille très nombreuse, est appelée la mère des rois. Parce qu'en fait, 4 de ses fils sont devenus rois. À la même époque, il y a un soulèvement général qui a lieu en Prusse contre la domination de l'ordre teutonique. À la demande des représentants des États, la Prusse est incorporée à la Pologne. Alors je me demande si on va pas faire l'histoire en 2 parties, puisque là je me rends compte que j'ai encore beaucoup de choses à dire, et ça risque de faire une vidéo super longue. Et bien sûr, suite à ce soulèvement général, pendant 13 ans, il va y avoir la guerre contre l'ordre teutonique. Et cette guerre va durer jusqu'en 1466. Au mois de novembre, le privilège de Niejawa est accordé à la noblesse, ce qui provoque le premier pas vers la transformation de la Pologne en oligarchie. Donc, la Pologne devient une oligarchie. On appelle ça une démocratie nobiliaire. Nobiliaire. Donc vous comprenez que c'est les nobles qui prennent le pouvoir. « 1455. L'évêque de Cracovie, qui était l'homme politique le plus puissant au temps des premiers Jagellons, eh ben cet homme, il meurt. Et cet homme, il s'appelle Zbigniew Olechnicki. Olechnicki. « 1466.
le 19 octobre, le 19 octobre 1466, la paix est signée à la demande de l'ordre teutonique qui est épuisé par la guerre. Et cette paix-là, elle s'appelle la paix de Tologne. La paix de Tologne. Et c'est à partir de ce moment-là que la ville de Gdansk, Danzig, c'est à partir de ce moment-là que Gdansk et toute la Prusse orientale sont placés sous la suzeraineté de la Pologne. Les territoires laissés à l'ordre deviennent des fiefs de la couronne polonaise. « 1474. À Cracovie est créée la première imprimerie. Donc la première imprimerie date de 1474. On suppose qu'ils ont imprimé des Bibles. Hein. Non, je plaisante. Mais la Bible a dû faire partie des livres qui ont été imprimés. En 1477, Casimir IV Jagellon devient le roi de Bohême. Ce même Casimir IV Jagellon devient, 13 ans plus tard, en 1490, le roi de Hongrie. Bon, c'est bien, il devient roi un petit peu partout en Europe centrale, en Europe de l'Est. 1492. Alors, c'est pas Christophe Colomb. Il s'agit de Casimir IV Jagellon. Eh ben, il va tout simplement mourir. Et il mourra le 7 juin à Grodno. Il faut savoir que ce roi est inhumé dans la crypte du château de Wawel. Si vous voulez le voir, si vous voulez lui rendre une petite visite, il faut aller au château de Wawel. Alors, il se trouve où ce château? Eh ben, c'est le fameux château de Cracovie. Donc, Wawel. Alors j'ai prononcé Wawel parce que je croyais que c'était. Je pensais pas que c'était en Pologne. Bah en fait, c'est le plus gros des châteaux à Cracovie. C'est un château vraiment qui est magnifique. Moi, je vous conseille d'aller le visiter. J'ai voulu le visiter, mais j'ai pas pu le faire. Bon, ce sera pour un prochain voyage en fait. Voilà. Donc il est là. Donc la prochaine fois que je retourne à Cracovie, je ferai un voyage qui sera un petit peu mieux organisé. Et peut-être que j'irai dans une famille d'accueil. Ça coûtera plus cher, mais ce sera plus intéressant. Peut-être. Mais je ne sais, ça ne sera pas pour tout de suite parce que j'ai pas mal de trucs à faire avant, des choses à régler en France. Donc, à la fin du XVe siècle, la Pologne compte à peu près 10 000 juifs, certains qui sont venus d'Italie et beaucoup d'autres d'Allemagne. Le pays leur apparaît comme une sorte de terre promise, par contraste avec la situation qu'il aurait faite dans les autres pays d'Europe, où on les expulse. Donc il faut savoir que les juifs ont été expulsés d'Angleterre, ils ont été expulsés d'Espagne, de France. Ils ont été enfermés dans des ghettos
notamment en Allemagne et en Italie. Et en Espagne, au Portugal, ils ont été convertis de force. Voilà, donc ils fuient vers la Pologne, puisque ils sont mieux accueillis. Je parle à la fin du XVe siècle. Alors, on va regarder où c'est qu'on en est au niveau des vidéos. Ok, je continue. On va maintenant aborder le XVIe siècle. Avec la date de 1505. Il y a ce qu'on appelle la constitution de Nihil Novi, qui place le roi sous le contrôle de la Diète. Alors la Diète, de quoi il s'agit? En fait, c'est une assemblée qui est délibérative. Voilà. C'est un genre de parlement. Voilà. Donc il est placé sous le contrôle. On en avait parlé quand on avait fait la vidéo sur la politique. Mais c'est parce que je m'en souvenais plus. Mais voilà, la Diète, c'est l'équivalent du Parlement. En 1505, ils étaient un petit peu en avance par rapport aux Français. Alors, de 1508 à 1548, nouveau roi. Et ce nouveau roi, il s'appelle Sigismond Ier. Dit le Vieux, alias le Vieux. Et à partir de son règne, il ouvre ce qu'on appelle le siècle d'or polonais. Donc le XVIe siècle a été ce qu'on appelle le siècle d'or de la Pologne. « 1548 est publié le De Revolutionibus Orbium Coelestium, qui veut dire en français des révolutions des sphères célestes. Donc il est publié. Et qui publie ça? Il s'agit de l'astronome Nicolas Copernic. Copernic. Il s'agit du premier exposé moderne du système héliocentrique. Alors je ne rentre pas dans les détails, il s'agit de science. Donc héliocentrique, tout simplement, c'est une théorie qui dit que le Soleil se trouve au centre de l'univers. Voilà. Et que tout gravite autour du Soleil. La Terre, Mars, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui croient que c'est un mensonge. Bon, quelques théoriciens du complot un petit peu farfelus. On continue. De 1548 à 1572, donc on va citer un roi. Donc il y a eu Sigismond Ier juste avant lui. Et lui, ça va être forcément, quoique c'est pas si évident que ça, mais donc ça sera Sigismond II. « 1569, il y a ce qu'on appelle l'union de
Lublin, l'Union de Lublin, à partir de là, va être créée la Fédération du Royaume polonais et du Grand-Duché lituanien. Ça va s'appeler la Rzeczpospolita. La Rzeczpospolita. La Pologne va annexer l'Ukraine jusqu'à la rive droite du Dniepr, donc jusqu'à Dniepr, qui appartenait précédemment au Grand-Duché de Lituanie. « 1570. Il va y avoir un accord sur la coexistence pacifique des religions. Et cet accord, parce que les religions, ils n'étaient pas trop copains entre eux. Hein. Il va y avoir un accord qui va s'appeler le consensus de Sandomierz. Consensus de Sandomierz. « 1573. Va avoir lieu ce qu'on appelle la Confédération de Varsovie. Confédération de Varsovie. Lors de cette confédération, on va fixer les conditions d'élection du roi par les nobles et notamment le respect de la tolérance religieuse. Donc, confédération de Varsovie. À la même année, Henri, qui était le duc d'Anjou, futur roi de France, le futur Henri III. Ah, Henri avec un I et non pas avec un Y. Le futur Henri III est élu roi de Pologne. Et il va s'appeler Henri Ier. Ah, bah. En fait, ce qui est bien, c'est que en fait, il est roi de Pologne en portant le roi d'Henri III, en portant le nom de Henri Ier, et il va devenir en France le Henri III. Henri Ier en Pologne, et en France, Henri III. Alors, il tarde à rejoindre son royaume, il règne 6 mois en regrettant Paris, et repart en France, à bride abattue, dès qu'il apprend la mort de son frère Charles IX. Donc il apprend la mort de son frère Charles IX et il revient en France. Donc il n'a pas été roi de Pologne pendant très longtemps, lui. Hein. De 1576 à 1586, nouveau roi donc, puisque notre Henri Ier est parti pour devenir Henri III. Hein. Donc le nouveau roi, il s'appelle Étienne Báthory. Étienne Báthory. Stéphane Báthory. « 1580. Le collège des jésuites de Polotsk, donc le collège des jésuites de Polotsk, est fondé.
donc en 1580. « 1581. Étienne Ier Báthory, qui est le roi, va prendre la ville de Pskov. Donc on suppose qu'il a gagné la bataille. Pskov, qui se trouve en Russie. Qui se trouve dans l'actuelle Russie. 1587. Nouveau roi. Donc celui-là, il va devenir le roi à la fois de la Pologne et de la Lituanie. Et il s'appelle Sigismond Vasa. Mais, en plus de devenir roi de la Pologne-Lituanie, il deviendra plus tard, entre 1592 et 1599, également le roi de Suède. À partir de 1587, la dynastie Vasa va régner. Et cette dynastie va régner en Pologne, Lituanie et également en Suède. Ah, peut-être pas en Suède. Et également en Suède, oui, de 1592 à 1599. Donc, ils vont régner de 1587 jusqu'en 1668. Donc ça, c'est le règne des Vasa. La famille Vasa. « 1596 va avoir lieu ce qu'on appelle l'union de Brest. Alors Brest, il ne s'agit pas de Brest qui se trouve en France. C'est la ville de Brest qui se trouve en Russie. Attends, c'est vraiment en Russie ce truc-là? Biélorussie. Autant pour moi. Donc l'union de Djebch, qui se trouve en Biélorussie. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, l'Église orthodoxe de la République polonaise passe sous l'autorité du pape et devient ainsi l'une des églises catholiques orientales. Donc, parce que j'ai dit que la Pologne était devenue chrétienne, souvenez-vous. Ici, à partir de cette date-là, 1596, elle va passer sous le catholicisme. Donc c'est très important l'union de Djebch, puisque elle va passer, donc je répète, sous l'emprise de l'Église catholique orientale. Qui est une composante bien sûr orientale de l'Église catholique telle qu'on la connaît en France. Donc, en fait, à partir de 1596, elle va être en communion avec l'évêque de Rome. Voilà. Donc il y a peut-être quelques nuances avec l'Église catholique occidentale, mais en tout cas,
elle passe sous l'autorité du pape, romain. Alors je ne détaille pas l'union de Brest. À la fin du XVIe siècle, la population juive est passée en un siècle de 10 000 personnes à 150 000 personnes, et ça composait 2% de la population de la Pologne. Alors je regarde si je suis toujours là. Donc on va s'arrêter ici parce que ça fait plus d'une heure que la vidéo tourne. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Je savais que ça a été long, mais là on est parti. Là je pensais qu'on est encore parti pour une heure, si c'est pas plus. Donc la prochaine fois nous verrons le XVIIe siècle. Donc la prochaine fois ça sera demain. Donc demain lundi nous verrons la suite de cette histoire passionnante de la Pologne et on abordera le XVIIe siècle. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bye bye.